Rendant 28 mars 2015 la chanson des livres et en compagnie de Pierre Barou. Pierre Barou, bonjour. Bonjour. Je suis, un peu impressionné de vous avoir en face de moi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait plusieurs cordes à votre arc ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait une corde tendue sur différents arcs ? Non, c'est une corde. Si vous voulez, moi, depuis mon adolescence, on est tous en proie à certaines obsessions. Ça a été de plus ou moins communiquer avec les gens qui m'entourent, de témoigner de mes rencontres avec des mots et des images. Avec une ambition, c'est que lorsque les mots sont prononcés, ils évoquent des images. La maison, on va dire comme ça, puisque il y avait un esprit quand même familial, la maison Sarava, c'était une ouverture, mais vraiment une baie grandement ouverte sur ce qu'on appelle aujourd'hui la world music, mais c'était bien l'amorce de cette idée-là. Oui, c'est vrai. Non, pour moi, le classement des genres, pour moi, c'est du marketing. Donc je peux pleurer sur un air d'accordéon, m'envoyer en l'air à une soirée de free jazz, être bouleversé par une chanson. Donc il y a tout un panoramique comme ça, et il y a plein de choses. Par exemple, Pierre Akendengue, tu vois, c'était la première fois. À l'époque, les Africains, on disait qu'ils tapent sur leur tam-tam, et c'est bien comme ça. Brigitte Fontaine avec le Art Ensemble de Chicago, quoi, tu vois. J'ai provoqué plein de rencontres comme ça, en faisant un brassage de tous les genres, quoi. Et maintenant, c'est allé jusqu'au Japon. Alors il y a des raisons très personnelles pour que le Japon soit arrivé et prenne une telle présence. La musique japonaise, c'est une nouvelle découverte. Non, mais dans la chronologie, c'est pas une raison personnelle. Ce qui s'est passé, c'est que c'était en 82. Il y a un Japonais qui est venu à Paris pour me proposer ce qu'ils n'avaient jamais proposé à un Français, c'est d'aller faire un disque au Japon avec des musiciens japonais. Moi, comme j'adore me rendre disponible, c'est obsessionnel pour moi la disponibilité. Je dis oui, mais j'étais un peu perplexe parce que moi, je fais un disque tous les 10 ans ou tous les 15 ans. J'ai jamais eu d'ambition de carrière et tout ça. Je vends pas beaucoup de disques, tu vois. Parce qu'en France, j'ai pas une grande présence médiatique, quoi, tu vois, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, comme j'adore me rendre disponible, j'ai dit OK. Alors je me suis enfermé pour écrire des nouvelles chansons pour pas arriver avec des fonds de tiroir. Et j'avais laissé un espace vide que je voulais combler par une utopie qui était d'écrire des chansons sur place avec les gens que j'allais rencontrer. Parce qu'autant je me fous d'un disque de plus ou de moins, mais une aventure de plus, oui. Et surtout, je ne voulais pas débarquer au Japon comme le Français qui débarque en disant « voilà, c'est moi ». Je voulais être à l'écoute des autres pour éventuellement m'offrir un terrain de partage. Et le mec qui m'avait invité m'avait parlé des musiciens qui m'attendaient avec un tel respect dans la voix que je me dis ils doivent être importants, mais moi j'en avais pas entendu parler. Et c'était Ryuichi Sakamoto, qui étaient des superstars. Et moi j'arrive, j'étais complètement humble par rapport à eux, quoi. Et ils me disent mais ça fait 15 ans qu'on se nourrit de ton travail, en 82. Le premier disque de Sakamoto et tout ça, il l'avait appelé Sarava pour me rendre hommage et j'en savais rien. Et donc j'étais au bout de ça, j'ai écrit 4 chansons avec eux. C'est le premier album que j'ai fait là-bas, qui s'appelle Le Pollen. Et depuis, je vis au Japon des aventures de création d'un romantisme que j'ai pas le talent de décrire, quoi. J'ai vécu plein de choses là-bas. J'avais écrit des pièces de théâtre avec des amis chiliens. On a monté le cabaret de la dernière chance à Tokyo avec des moyens que Broadway m'offrirait même pas. Il y a 80 000 personnes qui sont venues le voir. Ce truc de misère né dans le cul d'une église, où même mes meilleurs potes disaient « mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans » quand j'ai commencé à travailler avec mes potes chiliens. Donc, mais comment on peut expliquer cette ouverture d'esprit du peuple japonais, enfin d'un public japonais, pour Pierre Barou Non, mais ce qui se passe, c'est que le Japon, quand une japonaise ou un japonais se passionne pour un truc, ils vont, au fond, tu vas prendre une japonaise ou un japonais qui sont des fous de flamenco, ils vont en savoir 10 fois plus qu'un mec qui est né à Séville, quoi, tu vois. Et moi, c'est même pas de l'humour, je t'assure, il y a plein de Japonais qui en savent 10 fois plus sur moi que j'en sais moi-même. Quand ils plongent dans un truc, tu vois, mais regarde, c'est eux qui ont sauvé tout le jazz des années 50 et tout ça et tout, quoi, tu vois. Quand ils ont une passion, ils vont au fond, quoi. Enfin, c'est une explication qu'on n'entend pas beaucoup. Pourquoi on n'arrive pas à être passionné comme ça ? Oui, mais je parle beaucoup du Japon, entre autres, dans mon livre, tu vois, et c'est un pays qui me fascine complètement. Vous vivez pratiquement la moitié du temps maintenant ?
Oui, enfin j'y vais souvent, quoi. La dernière fois, c'est tellement incongru parce que il y a une université à Kyoto très importante et ils m'ont fait venir il y a 3 ans. Alors l'incongruité de l'histoire, c'est que moi je n'ai même pas passé mon certificat d'études, ils m'ont fait venir comme prof là-bas. Et après, on est gardé en contact, ils m'avaient envoyé des mots en disant « Ah, depuis que vous êtes venu, les élèves ne voyagent plus de la même façon, donc j'y suis retourné il y a quelques mois. Et ils veulent que je retourne tous les 2 ou 3 ans à cette université à Kyoto, quoi. » Est-ce qu'il y a un projet en cours dans le cadre de Sarava ou plus personnel de Pierre Barou, soit chanson, soit théâtre? Je me laisse porter, moi. Je dois faire un concert à l'Européen en mai. Bon, il est question que je retourne au Japon, il est question du Brésil aussi, mais bon, je me laisse porter, quoi. Il y a une antenne Sarava au Japon maintenant. Cette antenne vend plus de disques produits par Sarava qu'en France. Ah bah oui, non mais... il y a un Sarava Japon, il y a un lieu de spectacle. Là-bas, c'est un lieu aussi hyper convivial et tout ça, super. Où il y a une salle d'exposition aussi. Oui, non, mais ce qui se passe, c'est que j'ai des rapports tellement ambigus avec la France. Tu vas comprendre. Un auteur à succès, finalement, c'est mon cas, qui passe 50 ans de sa vie à la reconnaissance du talent des autres. En France, c'est suspect. Si j'essaye d'expliquer que c'est par passion, c'est infantile. Et comme on aime bien classer les gens, tu vois que il y a eu des trucs comme acteur, Un homme et une femme, j'ai fait des films comme réalisateur, j'ai écrit 4 pièces de théâtre avec des amis chiliens. Les gens, ils savent plus où me classer, quoi, tu vois. Tous ces gens des médias m'ont mis dans un espèce de ghetto de l'utopie ou je sais pas quoi. J'ai des rapports très ambigus. Je te dis ça sans amertume, hein, je reste spectateur. On a ratifié le succès de certaines de mes chansons, mais mon statut d'auteur n'a jamais été reconnu. Et je sais qu'il le sera. Je serai là ou je serai plus là. Et en ce moment, c'est en train de glisser petit à petit. Encore une fois, je reste spectateur. C'est marrant, c'est en train de glisser de ce ghetto au mythe. Il y a plein de gens qui commencent à mythifier moi et mon parcours. Alors que je continue à aller faire mon flipper le matin au bistrot et que, tu vois, ce sera toujours à côté de la plaque. Avec mon rapport à la France, en tous les cas. Les gens qui viennent là, ici en ce moment, parlent d'un homme et une femme. C'est cette image-là, c'est cette mythologie-là. Oui, c'est ça. Bon, mais pourquoi pas, hein. Je veux dire, je rejette pas du tout cette expérience. Ici à Randan, il y a eu le plaisir aussi de retrouvailles, par exemple avec Jean-Jacques Debout. Plein de gens, c'est un beau terrain de rencontre, vraiment. Mais tu sais, il y a tellement de malentendus, c'est incroyable parce que on dit que Sarava est né du succès d'un homme et une femme. Mais Sarava est né de l'insuccès supposé, tu vois. Et c'est parce que personne voulait éditer. Avec Lelouch, j'avais fait un film avant comme acteur qui s'appelle Une fille et des fusils, qui avait eu un gros succès. Et dans la mouvance, il était en plein transfert passionnel, il me voyait comme un acteur. Et il me raconte une histoire qui n'était pas écrite. Je lui présente Jean-Louis Trintignant et je lui fais de l'intox sur Francis Lay, avec qui je vivais déjà une amitié très positive. Et c'est pas qu'il en doutait, mais un accordéoniste niçois, compositeur de musique de film, à l'époque, Francis Lay, il avait déjà rencontré Édith Piaf, mais il jouait dans les bals et tout ça. C'est une circonstance, il se trouve qu'on avait écrit avec Francis une chanson qui était un truc de plus dans notre musette, quoi, qui était porteuse des mêmes parfums que l'histoire que me racontait Lelouch. Donc j'ai traîné Lelouch à Montmartre, on était voisins avec Francis, il a pris son accordéon et on lui a chanté avec notre passé pour guide, on se devrait d'être lucide, mais notre méfiance est à bout, l'amour est bien plus fort que nous. Et Lelouch craque complètement, il dit tu me la gardes pour mon film. Moi j'étais content, j'avais placé mes potes, quoi, tu vois. Et là-dessus, au bout de 15 jours, Lelouch nous réunit avec Anouk et Jean-Louis et il nous dit excusez-moi, je suis dans la merde, théâtre, tournage interrompu et tout ça, j'ai plus un rond. Bon, c'est frustrant, quoi, tu vois. Et moi, je venais de faire mes premiers disques à Z, qui marchaient bien. Donc, j'ai été sollicité plein d'éditeurs, Eddie Barclay, tout le monde, dans l'espoir de gratter un peu d'avance sur les droits d'édition, ramener ce pognon à Lelouch, en lui disant, tu rachètes pour autant de péloches et on continue. Et tout le monde m'a ri au nez. Pour des raisons objectives, un accordéoniste niçois, une chanson brésilienne et tout ça. Et c'est dans un réflexe complètement ludique
que je dis personne ne peut éditer, on édite nous. Donc j'ai créé Sarava dans un réflexe ludique, je me répète, et finalement un distributeur québécois voit les roches, finance la fin du film, et 6 mois plus tard, je me retrouve à Cannes, Hollywood, avec tous les mecs que j'avais vus, Barclay, tout le monde qui se pointait carnet de chèques en main, en disant on rachète combien et tout ça. Et comme moi j'ai toujours été, depuis mon adolescence, j'ai toujours été disponible à la reconnaissance du talent des autres. Tu vois, je découvrais Higelin, Fontaine et tout ça, je leur ai ouvert la porte et voilà quoi, tu vois. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire au jeune Pierre Barou, du temps où il s'appelait encore Élie, sachant tout ce qu'il allait devenir? Est-ce que, c'est une question un peu idiote, la petite chose que vous pourriez lui dire? Non, c'est pas une question idiote, c'est un truc que j'ai toujours vécu et que j'ai toujours tenté d'insuffler à ceux qui m'entourent, aussi bien mes enfants que mes rencontres, des amis, c'est de dire qu'il y a 2 priorités pour moi qui sont liées complètement. C'est la première, c'est d'avoir une passion, et dans le prolongement, c'est de se dire que le plaisir qu'on prend à faire les choses, personne ne peut te le dérober jamais. Moi, je veux faire un film, une chanson. Il y a des gens qui vont me dire c'est génial, d'autres qui vont me dire c'est de la merde. Ok, c'est une autre histoire, mais le plaisir que j'aurais pris à le faire, personne ne peut me le dérober. Donc il est prioritaire. Ce que vous dites là, ça me rappelle un extrait d'un livre de Félix Leclerc où il dit pratiquement la même chose avec d'autres mots, être passionné et faire ce que l'on pense devoir faire au moment où on pense que ceci doit être fait. Se dire que le plaisir qu'on prend à faire les choses, je me répète, personne ne peut te le dérober, quoi, tu vois. Mais le succès est une telle source de malentendus. C'est incroyable. Tu prends un homme et une femme, tu vois. Déjà, pour moi, c'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on utilisait la chanson comme ça. Avant, il y avait des comédies musicales, des gens qui chantaient en situation dans les films, Jean Gabin dans La Belle Équipe, Fréhel dans Pépé le Moco. Jamais ces 2 modes d'expression populaire s'étaient tissés comme ça, s'inscrivant dans une fiction sans qu'aucun des deux personne. Et si on a pu faire ça, et ça c'est, il y a un truc que je répète sans arrêt, c'est la vertu des impondérables, c'est parce qu'on n'avait pas un rond pour faire le film. S'il y avait eu un producteur, jamais on n'aurait pu faire ça. On vit dans une société, on vit sous une démocratie, a priori tu peux dire c'est bien, mais on vit sous ce que j'appelle moi la dictature du code barre. On vit sous le diktat du fric. Donc c'est peut-être naïf, mais je ne sais pas comment une démocratie peut s'épanouir sous un diktat, quoi. Là, j'ai pas de réponse. On va s'arrêter là en vous remerciant beaucoup, Pierre Barou, d'avoir passé quelques minutes avec moi, de longues minutes. J'ai été vraiment content de vous aborder et de vous écouter. On se serre la main.